S'il y a un mot qui caractérise la poésie de Francis Ponge, c'est sans doute le mot de renversement. La poétique de Francis Ponge est une poétique du renversement. Alors qu'est-ce que ça veut dire une poétique du renversement ? Le renversement, c'est quoi ? C'est une situation où faire l'opposé de l'approche conventionnelle s'avère une stratégie gagnante. Prenons un cas par exemple dans le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Lorsque on est face à l'absurde. Alors l'absurde c'est quoi ? C'est le fait que la situation n'ait pas de sens. Le fait qu'on se dise que ça n'a pas de but de continuer. Si on a une philosophie absurde, conséquence de cette philosophie absurde, en général, on ne fait rien. Puisque si rien n'a de sens, alors pourquoi faire quelque chose ? C'est précisément le principe même de l'absurde. Or, dans le cas où on se rend compte que la vie est absurde, pour Camus, c'est l'occasion de faire quelque chose, de prendre conscience que il y a quelque chose à faire, précisément parce que c'est absurde. C'est parce qu'il n'y a rien à faire que, alors, faire quelque chose prend tout son sens. C'est parce que justement, il n'y a pas d'enjeu que réaliser, entreprendre, faire, devient quelque chose qui a un enjeu, parce que précisément, comme il n'y a rien à perdre, eh bien, il a tout à gagner. La philosophie de Francis Ponge, elle fait ça, mais avec tout l'aspect littéraire et tout l'aspect poétique. Surtout l'aspect littéraire et l'aspect poétique. Et je vais expliquer en quoi il y a beaucoup d'aspects de la poésie de Francis Ponge qui remettent en cause la poésie en elle-même, ce que c'est qu'être un poète. Et en fait, c'est même presque une... J'avais dit que c'était une poétique du renversement, et en fait, c'est une poétique du renversement de la poétique. C'est-à-dire que Francis Ponge a l'ambition toujours de remettre en cause ce qu'on pense être la poésie. Alors, première chose, Francis Ponge, lorsqu'il écrit, on remarque tout de suite une chose, c'est qu'il y a une réflexion sur l'écriture elle-même. En général, quand on écrit un ouvrage, quand on écrit une littérature ou une poésie, ce qu'on fait, c'est que on pose une histoire. On raconte une histoire, on raconte des faits, on raconte des sentiments, des émotions. Et Francis Ponge, lui, plutôt que de faire ça, il propose une réflexion sur l'écriture elle-même. Mais il ne propose pas cette réflexion à travers une histoire. Il ne propose pas cette réflexion comme, par exemple, peuvent le faire certains auteurs. Par exemple, comme Marcel Proust. Marcel Proust, La recherche du temps perdu, c'est précisément un écrivain qui écrit sur lui-même et qui, on s'en compte à travers l'histoire de l'écrivain, comment est-ce qu'il va devenir écrivain par la suite. C'est ça l'histoire de à la recherche du temps perdu, c'est la recherche de l'écriture. Et Francis Ponge, lui, propose pas une réflexion sur la poétique à travers une histoire, il la propose directement, aux yeux du lecteur. Je prends un exemple, donc dans le poème Le Mimosa, issu de La rage de l'expression. Il dit la chose suivante: je ne choisis pas les sujets les plus faciles. Voilà pourquoi je choisis le mimosa. Ça c'est, fin de citation, ça c'est le poème de Francis Ponge. C'est ça pour lui un poème. Il dit dans le poème: je ne choisis pas les sujets les plus faciles. Voilà pourquoi je choisis le mimosa. Plus loin, comme c'est un sujet très difficile, il faut donc que j'ouvre un cahier. Tout d'abord, il faut noter que le mimosa ne m'inspire pas du tout. Donc là, il parle concrètement de sa réflexion en tant que poète sur son objet. Quelque chose que, en général, en poésie, on ne fait pas du tout. On ne propose pas sa réflexion à ciel ouvert, à cœur ouvert au lecteur. Pourtant, c'est ce que Ponge fait. Donc, il y a une vraie réflexion sur l'écriture poétique et une réflexion sur l'écriture poétique qui se fait de manière ouverte. Deuxième façon de renverser pour Francis Ponge, c'est tout ce qui va avoir rapport avec ce que c'est que la poésie. Alors, il y a une définition classique de la poésie qu'on peut donner, c'est quoi le principe de la poésie ? De manière générale, la poésie, c'est lorsque on a un texte qui s'intéresse à la manière dont les mots font à la fois son et à la fois sens. C'est-à-dire qu'un poème, en général, c'est un jeu sur les sons, un jeu sur les sonorités, un jeu sur la musicalité, un jeu sur le rythme de la langue qui est recherché avant tout. Un roman, lui, plutôt, c'est un jeu sur l'histoire, comment bien raconter son histoire. Un essai, c'est plutôt comment avoir des idées pertinentes, quelles idées on peut défendre. Ici, la poésie, c'est plutôt un jeu sur les sons. Et Francis Ponge lui remet complètement en cause ça, bien sûr. Questionne les représentations traditionnelles de la poésie, l'exercice de la description littéraire, le piège des images poétiques, et lui, au contraire, il va essayer de décrire l'objet, ce qu'il a, de façon sans forcément faire une recherche sur les sons, sans forcément faire une recherche sur le jeu, le rythme,
même si tout ça est bien entendu très présent, mais ça ressort pas immédiatement. Ça ressort pas immédiatement parce que quand on a à faire un poème, souvent on va avoir un sonnet avec des rimes, on va avoir des alexandrins, on va avoir quelque chose de très formel où on va voir immédiatement le rythme, on va voir qu'on a à faire de la poésie, ça se voit. Dès qu'on ouvre un poème, un recueil de poèmes, ça se voit. Il y a des vers, il y a des strophes, ça se voit. Et là, ici, dans les poèmes de Francis Ponge, on voit pas du tout ça. On voit des paragraphes disparates, des fois une ligne, des fois 3 lignes, des fois plusieurs lignes, des fois même des tableaux mathématiques dans certains poèmes avec des lettres, par exemple. Vous pouvez lire dans le recueil paroxysme de para indiquant l'adjonction et OXVVVVVVVV nu NE sigma U rendre aigre. Voilà ce qu'on peut lire. C'est pas du tout quelque chose qui a l'air poétique au premier abord. D'ailleurs, il met des dates un peu aléatoirement dans le recueil. Il y a des tirets, des tirets qui vont à des lignes, des tirets qui vont pas à la ligne, des fois sans alinéa, des fois avec alinéa, des fois plus long, des fois plus loin. Donc il n'y a pas du tout un aspect poétique et on n'a pas une impression que le son est forcément la quête poétique ici. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la poésie ? C'est pas du tout une quête du son, c'est une quête de la recherche de la vérité. L'écrivain se présente en scientifique. Il observe, il expérimente, d'autres remet en question son projet poétique et linguistique. Ici, ça c'est clair et net, il y a une méthodologie scientifique chez Francis Ponge. Il veut faire de sa poésie un objet scientifique. Il veut, de ses dires, fonder une science. Son écriture se rapproche d'un scientifique, avec une terminologie savante. Par exemple, dans le poème La guêpe, on voit le terme de hyménoptère. Pour définir la guêpe, il procède comme un laborantin. D'abord par approximation. Il dit « elle semble vivre ». Des hypothèses, des suppositions, des analogies de la guêpe et du tramway électrique. Champ lexical de la physique, choc, mécanique, contact électrique, vibration. Ça renvoie à un imaginaire et à une exigence scientifique. Si on regarde d'ailleurs le poème Le Carnet du bois de pin, on a des dispositions combinatoires 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, comme si le poète suivait une loi mathématique. D'ailleurs, dans ce que fait Francis Ponge, il y a vraiment un usage de la méthodologie, de la science, et les premiers outils qu'utilise Francis Ponge, ce sont des outils, on va dire, dits scientifiques. Le dictionnaire et parfois l'encyclopédie. Le littré, pour lui, c'est la source, c'est ce qu'il utilise d'abord pour faire de la poésie. Donc, au lieu d'avoir un poète qui s'intéresserait à ses sensations, eh bien, il va directement faire des recherches. Il va s'abreuver de connaissances scientifiques, de connaissances objectives avant d'écrire un poème. Ensuite, autre renversement de Francis Ponge, c'est l'objet auquel il s'intéresse. En général, en poésie, si je prends par exemple Racine, voilà, son intérêt, c'est la mythologie. C'est des héros. C'est des personnages qui sont grandioses, qui sont tragiques. On a vraiment des enjeux extrêmement colossaux, des enjeux amoureux, des enjeux familiaux, des enjeux de propriété, des enjeux financiers, des enjeux de vie, des enjeux de mort. Et là, Francis Ponge, lui, complètement, si j'ose dire, renversement, puisqu'il va s'intéresser à ce à quoi on ne s'intéresse pas. Il va s'intéresser aux objets. Il va s'intéresser aux objets parce que finalement, les objets, c'est le quotidien. C'est ce qui est vu. C'est ce qui est vu, revu. Et lui, il veut redonner un souffle à ces objets qu'on voit, qu'on revoit chaque jour. Si on prend la rage de l'expression, ou même le parti pris des choses, ou même le recueil pièces, il n'y a que des objets de la vie quotidienne. Si je prends par exemple dans pièces, on a le premier poème, c'est l'insignifiant. Donc, vous voyez, ici, on a vraiment l'enjeu poétique qui est donné dès le début. Le premier poème, c'est l'insignifiant. Qu'est-ce qu'il en dit ? Il dit « Qu'y a-t-il de plus engageant que l'azur, si ce n'est un nuage à la clarté docile ? Voilà pourquoi j'aime mieux que le silence une théorie quelconque, et plus encore qu'une page blanche, un écrit qui passe, quand il passe pour insignifiant. C'est tout mon exercice et mon soupir hygiénique. » Alors ici, on revoit bien l'aspect scientifique de l'auteur, et puis que c'est ça qui est intéressant pour lui, c'est son exercice scientifique, mais un exercice où il va s'intéresser à
masquer, démasquer, dévoiler, justement, à redonner un sens à ce qui est inaperçu, à ce qui passe inaperçu. Et les objets du quotidien, on les voit tous les jours. Et on n'est pas spécialement attiré, intéressé par eux. Ce qui attire, ce qui crée l'attention, c'est l'inattendu, c'est l'exceptionnel, c'est les grandes histoires, c'est les moments de découverte, c'est la nouveauté. Et ici, au contraire, Francis Sponge va t'intéresser à l'insignifiant. Alors, il y a une première question par rapport à ces objets et cet intérêt pour l'insignifiant. Cette première question, c'est le fait que le langage ne décrit pas toujours bien les choses. Le langage ne décrit pas toujours bien les choses. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que le langage, c'est quelque chose de fixe. On a toujours les mêmes mots. Certes, on peut trouver toujours d'autres mots, on peut inventer d'autres mots, mais on a quand même une gamme de mots qui est plus ou moins, on va dire, limitée, qu'on va utiliser. On va utiliser entre 1000 et 8000 mots. Plus on est érudit, plus on utilise de mots, moins on est érudit, moins on utilise de mots. Et comment est-ce qu'on peut vraiment prétendre raconter le monde, raconter les objets qui nous entourent, avec 1000 mots? C'est impossible. Le réel est tellement diversifié, tellement subtil, tellement d'expérience, tellement de richesse, tellement de diversité dans le monde, tellement chaque moment de vie est unique. Peut-on vraiment rendre toute cette unicité, cette diversité, avec un langage qui finalement se compose de 1000 mots qu'on réutilise à chaque instant? Et pour aller encore plus dans cette idée, les mots qu'on utilise sont généralement extrêmement simples. On a un mot. On a un mot pour décrire une réalité qui est extrêmement complexe. Si je prends par exemple le mot amour, alors le mot amour, ça décrit des réalités extrêmement différentes. Et peut-on vraiment saisir ce que c'est que l'expérience de l'amour simplement avec un mot qui est parfois galvaudé, qui veut dire autant de choses extrêmement différentes, autant de réalités? L'amour enfant-mère, est-ce que c'est la même chose que l'amour couple? Est-ce que c'est la même chose père-fils? Est-ce que c'est pareil père-fils que père-fille? Est-ce que frère-sœur c'est pareil? Est-ce qu'il y a une similitude entre l'amitié et l'amour? Donc avec tous ces questionnements, toutes ces expériences, peut-on vraiment encadrer, concentrer le réel là-dedans, avec des mots? Ça semble compliqué. Donc, Francis Sponge se dit, comme le langage est insuffisant pour décrire le réel, alors pourquoi pas essayer de laisser l'objet parler, laisser les choses elles-mêmes s'exprimer. Et ça, c'est le renversement de Ponge, c'est-à-dire qu'au lieu de dire que c'est avec mes mots que je vais décrire les objets, on va faire l'inverse. On va laisser l'objet me parler. On va laisser l'objet s'exprimer. Et moi, je vais être simplement le réceptacle de cet objet. Prenons un exemple dans le poème qui s'appelle Note prise pour un oiseau, issu de La Rage de l'expression. On voit que Ponge laisse parler l'oiseau lui-même. Voilà ce que l'oiseau dit. Mon nom unit les voyelles françaises, à commencer par celle en forme d'œuf, en 2 diphtongues autour de la couleuvre. Alors mon nom unit les voyelles françaises, bien entendu, c'est le fait qu'on a A-E-I-O-U dans le mot oiseau. Dans ma carène, j'ai tout entreposé. Mon gésier est plein des graines de septembre. D'acides moucherons assurent mes diarrhées. D'un poids certain, je reconnais mon ventre. Ventre connu, mes ailerons emportent. Mieux qu'innervé que les fouilles, mieux innervé que les feuilles d'automne. Articulé mieux que voile de jonque. Et j'ai mes serres, j'ai mon bec féroce. Lorsque, à sévir, je me sens disposé, que j'empiète la branche ou pique dans l'écorce la corne de mes becs ou serre vaut l'acier. Ainsi le poète laisse l'objet s'exprimer. On a donc une primauté de l'objet chez Francis Sponge qui veille dans son recueil en revenir toujours, je le cite, à l'objet lui-même, à ce qu'il a de brut, de différent. L'objet donc placé au premier plan, il prime sur toute forme verbale ou poétique. Ce n'est pas à l'auteur de plaquer ses mots, son langage, c'est à l'objet. C'est au poète de laisser l'objet parler et d'être ce réceptacle. On veut rendre à l'objet toute sa liberté. Je cite dans Berge de la Loire, reconnaître le plus grand droit de l'objet, son droit imprescriptible, opposable à tout poème. Alors Francis Sponge, là-dessus, n'est pas particulièrement innovant. En tout cas, il a repris une vieille traduction qui s'appelle le genre poétique du blason. Le genre poétique du blason, c'est un genre qui était pratiqué au Moyen-Âge, où on décrivait un objet pour en épuiser les caractéristiques et faire ressortir les qualités physiques ou morales. On décrivait souvent les blasons, les armures du chevalier, ou bien parfois même l'habillement et la tenue d'une femme qu'on voulait ou non épouser, ou on voulait montrer qu'elle avait des qualités morales dignes d'être épousée.
Et c'est ça qui fait la richesse finalement de Francis Ponge, c'est qu'il reprend cette tradition mais la régénère complètement. Et il le fait avec les objets vraiment du quotidien. On a ici dans le genre du blason, c'était vraiment des objets des personnes qui étaient considérées comme faisant partie de la haute société, les nobles, les chevaliers. Ici, au contraire, on va parler de choses absolument, absolument banales. Si je prends dans pièces, voici la liste des poèmes, les noms des poèmes. On a le fusil d'herbe, l'adolescente, la crevette dans tous ses états, la fenêtre, la maison paysanne, la barque, le grenier, le crottin, le paysage, les ombelles, la magnolia, la danseuse, les poêles, le gui, la platane, l'anthracite, la pomme de terre, donc et la gare, donc on a voilà, tout un registre d'objets. Et ce qui se passe, et c'est là que Francis Ponge lui-même se renverse lui-même ce qu'il fait, c'est que certes, l'objet est au premier lieu, l'objet est au premier plan, mais dans ces poèmes, on assiste à un renversement de l'objet vers le langage lui-même. On assiste à un renversement de l'objet vers le langage lui-même. Et c'est là finalement qu'on voit un renversement total, parce qu'au début j'avais dit qu'il voulait éviter le jeu sur les sons, le jeu sur la poésie comme un pur jeu de sons, et il voulait mettre dans la poésie quelque chose en avant, c'était la recherche, la rigueur, la méthode scientifique. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit peu l'inverse en réalité. Je prends le poème L'huître qui est dans le parti pris des choses. Voilà ce que dit le poème L'huître. L'huître, de la grosseur d'un galet moyen et d'une apparence plus rugueuse. Alors ici, en fait, on a absolument tout qui est repris pour faire un jeu sonore. Alors le R, on reprend le R de huître, et ça montre en fait la difficulté à ouvrir. L'huître, de la grosseur d'un galet moyen et d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. On n'a que des R, que des G, que des gutturales. C'est un monde opiniâtrement clos. Donc il y a une difficulté dans ce monde-là. Et en fait, c'est un monde opiniâtrement clos. C'est une réflexion de Ponge lui-même sur sa propre poésie, parce que c'est un monde opiniâtrement clos. Le monde des objets, c'est un monde clos. Il n'y a pas d'ouverture. En fait, les objets, certes, il faut les laisser parler, mais ils ne nous parlent jamais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On constate que c'est difficile de les ouvrir, mais Francis Ponge dit juste après, pourtant on peut l'ouvrir. Il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peauvrant, s'y reprendre à plusieurs fois. Si vous voyez pas le nombre de R ici, c'est incroyable. Et donc on a toute cette métaphore de la rigueur, de la difficulté à ouvrir, mais qu'on va pouvoir réaliser si on écoute bien, si on franchit bien, si on connaît bien les étapes, un peu comme le poète, c'est avec comment ouvrir les objets. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles, c'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de rond blanc d'une sorte de halo. Et c'est ici un peu le poète lorsqu'il écrit, il coupe ses mains et casse ses ongles parce que c'est un travail très difficile, c'est un travail grossier, mais en même temps on va pouvoir faire quelque chose de cette huître. Conclusion avec Ponge, on ne sait plus très bien si c'est le mot qui est l'objet ou l'objet qui est le mot. Il y a un enjeu linguistique où on a un poète qui décrit la nature, mais on assiste à une aventure du langage. Autre point, on a au bac français, si jamais c'est le cas, vous passez le bac français, on remarque que c'est attaché à le recueil La rage de l'expression est attaché à un axe qui s'appelle l'atelier du poète. Et l'axe qui s'appelle l'atelier du poète correspond parfaitement à la dimension de Ponge. Alors là aussi, Ponge renverse. J'avais dit au début que généralement on présente une histoire faite, réalisée, et Ponge nous plonge un peu dans les à côté de l'histoire. C'est pareil pour son travail poétique. On a l'impression que on n'est pas face à un travail qui est fait, qui est achevé, qui est terminé, qui est bouclé. On a affaire à une œuvre qui n'est pas terminée, qui semble raturée. On a l'inverse de ce qu'est normalement une œuvre. Une œuvre, c'est un projet qui est, si ce n'est en tout cas terminé, en tout cas abandonné, en tout cas on l'a laissé, en tout cas elle prend une forme définitive, elle prend une forme aboutie avec une certaine unité. Ici, dans la poésie de Francis Ponge, on n'a pas du tout l'impression de cette unité. Si on reprend le poème qui s'intitule Le Mimosa, on va avoir des variantes. C'est-à-dire que là, on a un premier poème, et puis ensuite on a variantes. Les vanités complémentaires, entre parenthèses poésie. À tue-tête, à foison, des courages plumes, les poussins du Mimosa, sur la côte d'Azur, piaille d'or. Et ensuite on a variantes. Floribond à tue-tête, à des courages plumes, entre deux blocs définis d'azur,
pépillé d'or, sang glorieux poussant. Et puis ensuite on a autre, comme si en plus des variations, il nous proposait d'autres versions. Ô glorieux naïf que nous fûmes, éclos sous l'azur oméga, tu tête à navre plume, les poussins d'or du mimosa. Et ensuite on a encore autre, avec des indications temporelles, 6 avril à 3h du matin. Quand on apporte du mimosa, c'est presque comme si on apportait une surprise, le soleil lui-même. Et puis, ça continue. Il nous met même florilège, il nous met même des définitions de mots, comme s'il était en train de faire son travail poétique devant nous. Florilège, synonyme d'anthologie, titre de quelques ouvrages qui traitent de plantes remarquables par la beauté de leurs fleurs, panache, faisceau de plumes, la houpée, terme de marine, écume légère, du choc, de vagues, comme si en fait on avait le dictionnaire devant nous, comme s'il était en train de faire ses recherches dans le dictionnaire et puis qu'il nous les écrivait. Donc on a une œuvre qui ne semble pas aboutie, qui ne semble pas achevée, comme devrait être l'œuvre d'un poète. On a vraiment l'impression d'avoir un scientifique qui nous met en même temps même pas les résultats de sa recherche, mais sa recherche en cours. Enfin, si la poésie était l'occasion de donner des valeurs morales, d'exprimer des choses profondes comme les romantiques avec les sentiments, l'amour, la mort, pour Francis Ponge, il y a vraiment un humour. La poésie est aussi là pour faire rire, pour se détendre. La rigueur scientifique n'empêche pas l'humour, ni les jeux de mots. Très présent dans le recueil. Par exemple, dans le mimosa, on a pantomime, mimosa, un fervent de la pantomimosa, en faire, vendre la pente au mimosa. C'est des jeux de mots, des calembours. On a chez Ponge une poésie qui ne cherche pas en fait à convaincre, à émouvoir, à faire réfléchir, à exprimer, à représenter, à faire rire, mais un peu tout à la fois. On a une grande palette de genres qui est expérimentée par le poète. Enfin, dernière chose à noter, il y a vraiment une inspiration de Ponge d'inspirer le lecteur, une volonté d'inspirer le lecteur. Ponge est un écrivain qui se débat avec les mots autant qu'avec sa propre perception. C'est un travail solitaire et exigeant. Et c'est pas un travail qui est fait pour lui-même, c'est un travail qu'il fait pour l'auteur. Parce que le poète inclut pleinement son lecteur dans sa démarche créative. Il nous dit dans La rage de l'expression, regarde. Il interpelle le lecteur, il lui demande son avis. Il lui dit, sois patient, sois aussi attentif, et tu verras aussi dans ma poésie et dans le monde qui t'entoure, les mots, leurs impressions, ce en quoi ils peuvent t'inspirer toi-même pour vivre mieux cette vie qui t'est donnée. J'espère que cette petite analyse de l'œuvre de Francis Ponge t'a plu, que tu as bien compris le sens de renversement, c'est-à-dire qu'on a des attentes en poésie, et puis il renverse chacune de ces attentes, il montre que l'inverse est possible, et que l'inverse est intéressant. Si tu as bien aimé cette analyse, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. J'ai aussi dans la description, si tu souhaites des méthodes pour la dissertation, pour le commentaire, et ainsi qu'un audio de 140 minutes gratuites de cours de culture générale où tu vas en apprendre beaucoup sur la philosophie, l'économie, la politique et l'histoire. Et j'ai fait ça avec amour pour donner un cours possible, vraiment essayer de créer une éducation populaire. Et je t'invite à télécharger ça dans la description, et je te dis à très bientôt pour une prochaine analyse. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires les œuvres que tu voudrais que j'analyse, si ça pourrait t'aider dans tes démarches personnelles ou dans l'optique d'un examen, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.